Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement, votre émission chaque mois pour faire le point sur les dernières actualités en la matière. On va s'intéresser bien sûr à un sujet qui nous fait tous rêver, les cours de bourse actuellement. Ils sont de plus en plus proches du soleil. Pourtant, vous le savez, l'adage boursier dit les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. On demandera à notre spécialiste arboricole, Jonathan Lévy, ce qu'il en pense. On s'intéressera aussi au PER. Depuis la loi Pacte et depuis le 1er octobre, eh bien, on peut en effet souscrire à cette nouvelle poche d'épargne qui permet de préparer sa retraite. Vincent Kutkovitz nous dira s'il est temps en effet de s'y intéresser. Et puis vous le savez, la technologie est un petit peu partout. Elle disrupte, comme on dit en bon français, nos vies et on peut en profiter en investissant dans celle-ci également d'un point de vue de l'épargnant et de la bourse. On fera le point avec un spécialiste de chez BNP Paribas AM, Ramon Estuelas. Teruelas, j'espère qu'il me pardonnera mon bon accent madrilène et qui viendra nous dire ce qu'il en pense. Allez, c'est Parlons Placement, c'est tout de suite, c'est en direct. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Depuis que je suis jeune journaliste en culotte courte, j'entends cette expression, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, ce qui veut dire en clair que les cours de bourse ne peuvent pas aller toujours plus haut. Et pourtant, il y a des arbres, les baobabs par exemple, ou les peupliers qui sont à une certaine altitude. Donc où est-ce qu'on en est là dans cette altitude selon vous? C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est vrai que les marchés financiers et les marchés actions sont à la fête. Ils voient la vie en rose, un peu à l'image de la couleur de votre cravate. Pourtant, est-ce qu'il y a exubérance des marchés? C'est ça la question que vous posez. Selon nous, ce n'est pas le cas. En fait, il y a un certain nombre de nouvelles que les marchés prennent en compte et qui sont bien réelles. Et je dois vous rendre hommage d'ailleurs parce que ça fait plusieurs mois que vous avez cette petite musique, on n'est pas trop, alors qu'on s'y inquiète régulièrement. À 5500 on s'inquiétait, on est presque à 6000 on s'inquiète à nouveau. Et à chaque fois vous nous rassurez en disant non, les actions européennes ne sont pas trop chères. Alors pourquoi ? Elles ne sont pas trop chères, tout simplement parce que déjà la progression qu'on vient d'observer ces dernières semaines ne fait que corriger un excès de faiblesse qu'on a eu, qui avait commencé en 2018 et qu'on a eu quand même au long de l'année 2019. On a quand même évolué à la hausse, mais avec des corrections plus ou moins marquées, notamment cet été. On a vécu au rythme des tweets de Trump quand même depuis 18 mois. Et on continue d'ailleurs. Alors un peu moins aujourd'hui parce que justement les marchés intègrent le fait que les États-Unis et la Chine vont signer un accord partiel, un accord qui serait une première étape dans leur vie commune, mais qui vont signer un accord. S'ils se trompent, là on en reparlera, il y aura une vraie correction de marché. Mais c'est le scénario central des marchés. Trump est beaucoup moins agressif qu'il ne l'était. Au début de la guerre commerciale. Il l'a lancé, je vous rappelle, en janvier 2018. Il était très agressif au départ. Ça avait créé beaucoup de tensions sur les marchés et ça avait baissé l'appétit des investisseurs sur les marchés. Il faut ça dire fait baisser les valorisations. Les élections américaines se rapprochent. Il faut qu'il y ait un deal sur la table, sinon ça va être compliqué. Des deux côtés, il faut qu'il y ait un deal. Côté Trump, évidemment que c'est plus favorable pour lui s'il se présente devant les Américains avec un deal. Et côté chinois, ils ont quand même quelques difficultés au niveau de la croissance. Ils ont besoin que ça reparte et cet accord pourrait bénéficier à l'économie chinoise. Donc l'accord sino-américain est la principale raison de cette hausse et du facteur de soutien. Mais une fois qu'il y aura un accord, on va traiter ça comment alors? Alors, c'est pour moi la principale raison. La seconde raison qui est quand même importante et qui est un peu le corollaire, la conséquence de la guerre commerciale, c'est que pendant 18 mois, on a vu les indicateurs économiques se dégrader en Chine, en Europe et aussi un peu aux États-Unis quand même. Et depuis cet été, depuis que les marchés ont intégré ce scénario central d'un accord entre les deux grandes puissances. Depuis cet été, les indicateurs, d'abord, ont commencé par se stabiliser. La dégradation s'est stabilisée. Et ensuite, ils ont commencé à légèrement repartir. Donc, il y a une amélioration de l'économie européenne. La France en profite, le CAC 40 en profite, l'Eurostoxx profite de l'amélioration économique. Qui est lié à l'apaisement général. Donc le scénario d'une fin de cycle, on en a parlé à maintes reprises, pour vous, vous la voyez toujours pas arriver, cette fin de cycle? Pour moi,
on n'est pas au bout du cycle économique. Là, on parle notamment du cycle américain qui dure depuis 2009, en fait. On n'en est pas là. On ne voit pas de récession aux États-Unis avant au moins 12 mois. Après, on aura le temps de faire d'autres émissions Parlons Placement pour parler de ce qui se passera en 2021. Mais disons qu'à l'horizon 2020, on ne voit pas de récession aux États-Unis. Donc, l'accord sino-américain, l'accord commercial, pas de guerre commerciale, pas de hausse brutale des taxes, ça c'est un facteur de soutien. L'économie qui peut-être décélère, mais pas tant que ça, voire qui marque un plateau et qui a un petit peu rebondi. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, les résultats d'entreprise? Alors, les résultats d'entreprise ont été un peu dégradés dans le contexte tendu de la guerre commerciale, mais les perspectives sont un peu meilleures. Donc, on parlait notamment de toutes les valeurs liées au cycle économique, le cycle qui repart un petit peu, qui a l'air de rebondir. On pense à l'automobile, par exemple, aux valeurs bancaires, financières. Ces valeurs-là ont rebondi plus fortement que le CAC. Elles avaient baissé plus que le CAC dans la période de baisse. Elles rebondissent un peu plus. Et les perspectives sont encore bonnes parce que la correction avait été tellement sévère qu'il y a encore de la place pour une hausse sur ces valeurs qui avaient été massacrées. Si j'entends bien votre message, ça n'est pas parce qu'on est proche des 6000 points, qui peut sembler un seuil symbolique, c'est pas parce qu'on a gagné 25% depuis le début de l'année sur l'indice CAC 40 qu'il faut s'inquiéter. Non, je pense qu'il y a encore de la place pour une hausse du marché action. Maintenant, il faut avoir en tête malgré tout que si on découpe les 10 ans qu'on vient de passer, les 5 premières années, de 2009 à 2014, ont connu une forte hausse des marchés actions, de près de 180% si on regarde les États-Unis. De 2014 à 2019, la hausse du marché actions est forte, mais moins forte quand même que la première phase, 50%. Quelle sera la croissance, la hausse du marché action sur les prochaines années? Logiquement, on divise par 3 aussi? Encore plus faible, effectivement. 15%? On pense qu'elle sera positive, mais il y a moins à gagner à être sur les marchés actions qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans. Bon. On est en fin d'année, on devrait signer donc une très belle année boursière après une très mauvaise année boursière en 2018, l'une des pires de l'histoire financière. Vous avez des pronostics pour 2020? Dans ce scénario-là, avec les élections américaines, si Trump se tient tranquille pour avoir un certain apaisement, pour travailler l'effet richesse aux États-Unis, le niveau de la bourse est important aux États-Unis, on pense qu'il fera tout pour que les marchés continuent à progresser. Donc il est possible qu'on ait encore 5-6% de hausse l'année prochaine sur les marchés actions. Tiens, pour une fois, on n'a pas parlé des banques centrales dans ce jeu. Alors, les banques centrales ont effectivement, c'est un des paramètres de soutien des actions. C'est vrai, j'en ai pas parlé, c'est pourtant très important. Ce qui se passe, c'est qu'elles ont commencé à baisser les taux aux États-Unis lorsqu'il y a eu des tensions sur les marchés. En France, en Europe, elles ont remis de l'argent sur la table, elles rachètent des actifs, des obligations. On est sur un niveau qui est historique en termes de stimulus monétaire. Donc il y a un accompagnement des banques centrales qui est extrêmement fort. On le voit en fait par les taux réels. Le taux des obligations d'État sont plus faibles que le taux d'inflation. Mais ce qui est aussi la preuve qu'elles s'inquiètent un peu, parce que pour à ce point stimuler la machine, ça veut dire qu'elles ont un peu des craintes sur sa bonne santé naturelle. Je pense que la guerre commerciale a fait peur à beaucoup de gens. On l'a vu aux banquiers centraux. Et y compris aux banquiers centraux qui sont censés garder la tête froide. Ils ont dû à ce moment-là, peut-être sous l'effet de Trump aussi aux États-Unis, je vous rappelle les pressions de Trump sur la Fed. Powell, ouais. Peut-être qu'ils l'ont fait un peu trop, mais en tout cas, ça a eu un impact, ça a eu une conséquence sur la politique monétaire qui est aujourd'hui ultra accommodante, à mon sens, dans le cycle économique. C'est vrai aux États-Unis, mais c'est aussi vrai en Europe. Et ça, c'est un soutien majeur pour 2020. Merci Jonathan pour ces éclairages. Et puis on se retrouve en 2020 pour voir si en effet cette petite musique agréable à nos oreilles se poursuit. Merci, à bientôt. Allez, on va parler retraite. C'est vrai que l'épargne, c'est aussi le temps long. Une bonne partie, une bonne façon aussi de préparer sa retraite, c'est de l'anticiper, d'épargner. Et c'est justement dans cet esprit que le gouvernement a travaillé à la loi PAC et a sorti le plan d'épargne retraite, alors individuel notamment. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. On va rappeler peut-être un peu le contexte. Quelles sont les innovations avec cette loi PAC? Alors d'abord, il faut rappeler quand même que l'actualité est quand même beaucoup orientée sur les retraites aujourd'hui.
un des chantiers auxquels voulait s'attaquer le gouvernement, c'était de réformer et de rendre beaucoup plus accessible en fait, l'épargne retraite, puisque pour mémoire, aujourd'hui, on a 1800 milliards d'épargne qui sont en assurance vie. C'est essentiellement là que les Français placent leur argent pour la retraite, alors qu'on a 200 milliards sur les produits déjà existants de retraite. Comme le Madelin, par exemple. Le Madelin, le Perco, le PERP, etc., qui n'ont en réalité pas été des grands succès. Là, le gouvernement a choisi de mettre un peu le sujet sur la table, de le traiter plutôt pas mal. En fait. Donc, c'était l'idée de corriger ce qui ne marchait pas suffisamment bien dans l'objectif de préparer sa retraite. Et en effet, l'outil utilisé par défaut était un peu le fourre-tout qu'est l'assurance vie. Exact. Et donc, en fait, aujourd'hui, je pense qu'un des objectifs aussi qu'avait le gouvernement, c'est essentiellement de faire en sorte de s'adapter à l'évolution des carrières, des modes de carrière. C'est-à-dire que les gens sont salariés à une époque, deviennent indépendants, redeviennent salariés, etc. Et auparavant, on ne s'y retrouvait pas. Donc un des objectifs qu'avait notamment le gouvernement, c'était de rendre portable le plan d'épargne retraite, faire en sorte qu'en fonction de son évolution de carrière, du statut dans lequel on évolue, on puisse continuer à épargner avec plus ou moins les mêmes clés et la même lisibilité. Donc c'est des produits qui sont assez portables, qui vont pouvoir aussi ouvrir un peu la concurrence. On va pouvoir commencer à épargner sur un plan, le transférer sur une autre compagnie, par exemple, sans difficulté. Donc ça, c'est un élément. C'est aussi important. Le virage vers la retraite par capitalisation, sortir de la répartition, dont on voit bien l'impasse dans laquelle elle nous conduit, avec une courbe démographique qui n'est pas en faveur des nouvelles classes d'âge et des anciens qui bloquent le système et les réformes. C'est exactement ça. Et donc, en fait, aujourd'hui, là, avec le nouveau plan épargne retraite, on a complètement la possibilité, à côté de l'assurance vie, j'ai envie de dire, de préparer dans de bonnes conditions, d'avoir un vrai fonds de pension, un vrai, la logique un peu anglo-saxonne, d'avoir un plan qui prépare en fait cette étape de la retraite, avec la possibilité notamment de ne pas être enfermé. Je pense que c'est là où est l'intérêt majeur de cette nouveauté, de cette innovation, c'est notamment de ne pas enfermer les épargnants dans une logique très contraignante et qui va pouvoir aussi, ce produit, s'adapter à l'évolution de la vie. En fait, ça ressemble beaucoup à l'assurance vie. C'est une enveloppe que proposent les assureurs ou les banquiers avec des sous-jacents, des produits financiers contrôlés à l'intérieur. C'est très proche, sauf que les conditions et l'utilisation et la finalité n'est pas la même. Oui, l'objectif, c'est notamment de faire en sorte qu'il y ait, une incitation à se préparer à la retraite aujourd'hui en profitant d'une possibilité de défiscaliser aujourd'hui, notamment pour les gens qui ont des forts revenus avec une forte imposition aujourd'hui, c'est de ne pas être limité de ce point de vue-là en se disant, malgré tout, je peux d'ores et déjà, en déduisant une bonne partie, en profitant des plafonds qui sont assez élevés, on peut déduire jusqu'à 10% par an, y compris sur les 3 dernières années, on peut déduire cela de son impôt sur revenu. C'est une vraie déduction, on réduit directement son impôt sur revenu. Et donc là, il y a la volonté aussi d'envoyer un message, c'est qu'il faut démarrer de façon assez tôt l'ouverture d'un plan épargne retraite pour être prêt le moment venu, à l'âge de la retraite, d'avoir là la possibilité de débloquer. C'est là où aussi la réforme est très intéressante, d'avoir la possibilité de débloquer sous forme de capital immédiatement. L'épargne qui a été mise de côté, qui a été investie sur les supports qu'on évoquait, qui sont plutôt des supports qui ressemblent à ce qu'on a dans l'assurance vie, ou la possibilité de sortir en rente, ce qui était déjà le cas des anciens produits type PERP et Madelin. Donc c'est ça la nouveauté, c'est la possibilité de sortir, une des grosses nouveautés, la possibilité de sortir en capital. Complètement. Ça, c'était un vrai frein. Qu'est-ce que ça change, ça ? Ça change qu'en fait, on n'a pas le sentiment d'être enfermé dans une logique où on me dicte la manière dont je vais préparer ou utiliser ma retraite d'une certaine manière. Je peux très bien décider d'avoir un complément de revenu sous forme de rente, d'ailleurs de mixer l'obtention d'un capital et la sortie en rente. La sortie en capital et en sortie en rente peut être mixée. Comme ça, on adapte bien en fonction du niveau de revenu qu'on ne connaît pas nécessairement aujourd'hui. On ne sait pas nécessairement quels vont être les revenus futurs. Donc ça, en tout cas, c'est un premier élément. Et puis l'autre élément, c'est qu'en cas de, par exemple, d'achat de sa résidence principale, on peut débloquer par anticipation cette épargne-là. Ça aussi, c'est un élément important. Pourquoi ? Parce que notamment, l'objectif, c'est que on sait très bien que pour améliorer le niveau de vie des retraités, il faut d'avoir sa résidence principale. Donc on comprend bien là que ce n'est pas simplement une incitation à l'épargne, c'est aussi la volonté de faire en sorte que les gens puissent vivre dans de meilleures conditions au moment de leur retraite. Il y a une cohérence globale. Complètement.
La fiscalité, comme souvent en France, hein, ça passe aussi par la fiscalité. Ouais. Vous nous avez apporté un petit tableau récapitulatif ouais. qu'on va découvrir ensemble et qui expose bien le Complètement. sujet. Alors, en fait, fiscalité à l'entrée, pour commencer. fiscalité à l'entrée, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que on a la possibilité, au moment de l'investissement, dans l'ouverture d'un plan épargne retraite, soit de déduire directement jusqu'à 10% par an. Je raccourcis un peu, hein, mais les gens, lorsqu'ils se rapprochent de nous, on rentrera dans le détail. Mais en gros, il faut retenir qu'on peut déduire 10% par an de son revenu. Si on décide de ne pas déduire aujourd'hui, on a une autre possibilité de se dire je ne profite pas d'un avantage fiscal aujourd'hui à l'entrée, mais je profiterai d'un avantage fiscal à la sortie. Alors que si on profite d'un avantage fiscal à l'entrée, on a un peu moins d'avantage fiscal à la sortie. Il y a un choix à faire. Il faut avoir en tête que ce produit s'adresse essentiellement aux gens qui sont sur des taux marginaux d'imposition, au-delà de 30%, 30, 41%. Sinon, c'est pas rentable en dessous ? C'est moins attractif. Mais pourquoi en fait c'est le cas ? Parce qu'en fait, l'idée c'est vraiment ça, c'est que en général, les gens actifs ont des niveaux de fiscalité qui sont plus importants au moment de leur activité et ont une baisse de leur fiscalité au moment de la sortie. Donc, autant profiter tout de suite de cet avantage fiscal. C'est plutôt ce qu'on recommandera la plupart du temps. Donc, comme ça, on peut vraiment avoir un vrai avantage fiscal majeur. On a fait des simulations qu'on verra tout à l'heure. Et puis, à ce moment-là, au moment où on est moins fiscalisé, on cherche moins l'avantage fiscal. Donc, c'est ça l'idée. Alors, on continue avec le tableau qu'on va continuer à voir s'afficher. Les supports, on en a dit un mot, c'est très proche de l'assurance vie. Alors, c'est très proche de l'assurance vie. On a complètement la possibilité, notamment, d'aller aujourd'hui vers un niveau de diversification très élevé, un peu comme on le propose aujourd'hui dans l'assurance vie, c'est-à-dire qu'on peut mixer les supports immobiliers, SCPI, SCI, OPCI, etc. On peut être 100% sur des non, valeurs, alors, dans certains cas, unités de compte. Ça dépend des contrats. Alors, 100% unités de compte, oui. Au contraire, aujourd'hui... Surtout si on a du temps, c'est dans 30 sûr, ans, il faut profiter de la hausse des marchés. Complètement. Et d'ailleurs, il y a même des mécanismes, selon les contrats, où il y a des arbitrages automatiques qui se mettent en place pour, au fur et à mesure qu'on approche de l'âge de la retraite, commencer à basculer dans une logique de sécurisation des fonds. Mais effectivement, on peut être complètement en unité de compte, notamment en mixant immobilier, fonds structurés, fonds, typiquement le fonds dont on va parler dans la troisième partie, est probablement éligible à pas mal de plans épargne retraite. Le private equity commence à apparaître en assurance vie, il apparaît également dans la logique du plan épargne retraite. Donc en fait, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est un produit complémentaire à l'assurance vie en réalité. Plafond de déduction. Plafond de déduction, donc c'est ce que j'évoquais. En gros, il faut retenir qu'on peut déduire 10% des revenus professionnels de l'année en cours. Et un point intéressant, le transfert. Alors ça, là aussi, il y a une incitation du gouvernement. Il y a deux éléments qu'il faut retenir. Premier élément, c'est que l'esprit, c'est de dire conserver l'assurance vie, notamment pour des logiques de transmission. Lorsque c'est pour une logique de retraite, vous pouvez basculer le contenu de vos anciens contrats d'assurance vie qui ont plus de 8 ans sur un nouveau PER, un plan épargne retraite individuel, et profiter d'un doublement des abattements qu'on a en assurance vie. Donc là, on est à 9 600 € pour un couple, on va le doubler. Ça, on a la possibilité de le faire jusqu'en 2023. Et dernière petite carotte que certains ont peut-être déjà noté, dont il faudrait profiter avant la fin de l'année, c'est que toutes les personnes qui ont été exclues, qui ont des PERP ou des Madelins, ils ont été gênés par l'arrivée du prélèvement à la source. Et puis, certains ont été gênés parce que la possibilité pendant l'année blanche, de déduire était limitée ou moins attractive. Donc là, ce qu'a fait le gouvernement, c'est qu'il a indiqué qu'il y avait une dérogation pour profiter à plein des plafonds. On peut donc utiliser et transférer son PERP et son Madelin sur un nouveau plan épargne retraite et profiter à 100% du plafond 2019. Et donc ça, c'est à prendre en compte avant le 31 décembre de cette année. Et selon vous, ça va être un succès, ces fonds de pension à la française? Il semblerait que ça corrige en effet les petites faiblesses des anciens produits. Depuis que bienprévoir.fr existe 11 ans maintenant, on a vu beaucoup de réformes arriver. Il y avait toujours des objectifs derrière la tête du gouvernement de rééquilibrer un petit peu la part de l'assurance vie par rapport à d'autres solutions. Là, on pense qu'il y a effectivement un changement important. Et je dirais que ça fera peut-être le thème de notre émission. Entre l'assurance vie et le plan épargne retraite, il ne faut pas voir un support ou cette enveloppe face à l'autre enveloppe comme c'est pas une alternative, ce sont deux compléments. L'assurance vie, c'est pour transmettre, pour préparer la transmission notamment, et le plan épargne retraite, c'est vraiment pour préparer sa retraite, quitte à la fin
lorsqu'on a récupéré en capital, c'est ça peut-être la bonne astuce, son plan rebasculer sur l'assurance vie, et là repartir sur un avantage fiscal au bout du temps. Dernière question, Vincent. Si pendant une année, bon, j'ai moins de revenus, je ne peux pas souscrire, voilà, je peux reprendre les souscriptions les années suivantes. Il n'y a pas d'obligation de souscrire, de verser chaque année. Mais effectivement, c'est des choses qu'on voyait sur certains produits. Ça n'est absolument pas le cas là. On peut complètement. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir lisser en fonction de l'évolution de sa carrière, avec des années avec des revenus, des années avec des revenus plus bas. Et on peut profiter justement de ces plafonds de 10% de façon cumulée. Oui, aussi, c'est là où on a fait une petite simulation, mais on va pas la voir la simulation, mais vous pourrez l'envoyer à ceux que ça intéresse. En gros, vu qu'on a la possibilité de profiter des 3 dernières années plus l'année en cours, de récupérer les plafonds des 3 dernières années, j'ai une petite astuce d'ailleurs là-dessus à communiquer, c'est qu'en fait, on a fait le calcul, on peut aller jusqu'à, par exemple, pour un couple, 80 000 euros, 70 000, 80 000 euros de déduction cette année. Si on n'a pas utilisé le plafond des 3 années précédentes, on peut aller jusqu'à 70 000 ou 80 000 euros de déduction cette année sur l'impôt sur le revenu pour investir cette somme-là dans le plan épargne retraite. Ceux qui veulent le détail vous appellent. Ouais. Merci Vincent pour plaisir. Toutes ces précisions. Merci. À bientôt. Et on passe tout de suite à la 3e partie. On va s'intéresser aux investissements disruptifs. Ramon Estervelas, bonjour. Bonjour Thomas. Merci de me rejoindre sur le plateau de Parlons Placement. Vous êtes Senior Investment Specialist chez BNP Paribas Asset Management. En gros, vous êtes le porte-étendard, le porte-parole des équipes de gestion. Et on va s'intéresser à la disruption technologique et comment en profiter d'un point de vue, du point de vue de l'épargnant. Comment est-ce qu'on peut capter la performance des entreprises disruptives. Mais tout d'abord, c'est quoi une entreprise disruptive ? Alors à la base, c'est une entreprise qui, à travers une innovation technologique, a vraiment cassé entre les secteurs et a changé la façon de faire les choses dans son secteur et aussi a eu une influence dans secteurs qui ne sont pas le sien. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ne sont pas technologiques de nos jours ? Tout à fait. Et en effet, par exemple, l'exemple de McDonald's, c'est très intéressant. Finalement, c'est consommation de base, entre guillemets. Et oui, des sandwichs, des frites, des coca. Exactement. Et alors, eux-mêmes, ils viennent d'acheter, ils ont payé 300 millions de dollars pour acheter une société en Israël qui développe de l'intelligence artificielle pour mieux connaître, avant que le client passe récupérer dans le Mac-out dans son menu, mieux connaître sur la base de son histoire quelles sont ses préférences. Et dans le McDrive, en France, c'est McDrive, et donc ça repère la plaque d'immatriculation. Exactement. Et ça permet de faire des suggestions. Voilà, et ça change un peu aussi la façon de regarder comment on prépare les menus, qu'est-ce qu'on fait. Ils vont s'adapter même au climat. Ah oui. Donc c'est ce que je dis quelque part, toutes les entreprises, parce que même une entreprise comme McDonald's qui nous semblait plus classique, traditionnelle, se mettent à la technologie. Donc si la technologie est partout, comment est-ce qu'on fait, on achète toutes les valeurs, toutes les actions? Alors la bonne nouvelle, c'est que le fait que la technologie est omniprésente, et ça nous donne des opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs. C'est là la stratégie où elle est un peu différente des autres, qu'on ne va pas se concentrer que dans le secteur de la technologie, puisqu'on a de la technologie dans la santé, dans les industriels, etc. Ça donne plus d'opportunités pour nous. On peut prendre des exemples de ces opportunités? Tout à fait. Alors, à titre illustratif, par exemple, il y a une société aux États-Unis qui s'appelle Dexcom, dans le monde de la santé, qui est spécialisée dans la production des outils, des patchs. Quand on veut arrêter de fumer, il a des patchs de nicotine. Là, c'est vraiment lié aux diabétiques pour mesurer les niveaux de glucose et injecter le dosage d'insuline nécessaire. Alors, est-ce que c'est une société technologique? Pas forcément, parce qu'il est dans le secteur de la santé, mais grâce à cette innovation, elle a vraiment changé la façon de faire les choses pour les diabétiques. D'autres exemples? D'autres exemples, il a une société aussi dans le monde de la santé qui s'appelle Intuitive Surgical, qui produit un robot qui s'appelle Da Vinci. Et ce robot est plutôt dédié au cancer de prostate, mais il a déjà été utilisé, en effet, ici à Paris,
pour aider dans la reconstruction d'un sein dans un problème complètement différent. Donc, grâce à la technologie, à la robotisation qu'on trouve surtout dans les industriels, mais aussi dans la santé, on génère de l'innovation en effet. Donc la santé, c'est un vrai filon pour ces entreprises technologiques? Tout à fait. Et quand on regarde le secteur de la santé, qui maintenant il a plusieurs investisseurs qui le regardent comme pari défensif, il a une partie très importante qui est la biotech, en effet, qui fait environ 18% d'un indice de la santé pure. Et c'est ce type de sociétés qui ont poussé un peu le secteur en termes de croissance de revenus, grâce à la tech, encore une fois. Alors, on a parlé des cours des actions dans la première partie de l'émission avec Jonathan. Quel est votre sentiment? Est-ce qu'il y a une bulle ou pas de bulle? Quand on voit les problèmes que rencontrent des WeWork qui ont dû renoncer à leur introduction en bourse, les problèmes de valorisation et les difficultés de Uber, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si on regarde par exemple les capitalisations de certaines de ces sociétés comme Amazon, Alphabet, Apple, etc., on voit qu'ils nous montrent des capitalisations boursières gigantesques, des méga caps. 1000 milliards de dollars presque. Voilà, exactement. Un trilliard. Exactement, il y en a déjà deux qui sont en dessus de cette barrière. Mais par contre, on regarde la chiffre de revenus. Et la croissance des revenus, elle est plutôt d'une société qui commence à croître. Comment ça s'explique? C'est le fait que, c'est notre opinion, elles sont en train de piquer, entre guillemets, les revenus des sociétés qui sont dans d'autres secteurs. Et ça Elles aide. aspirent ça. Voilà. Et ça veut dire qu'il y aura très peu de gagnants, très peu d'élus à la fin? Normalement, ça dépend un peu du secteur, entre guillemets. Mais oui, il y aura toujours des sociétés qui vont, comme c'était à l'époque, à la fin des années 80, qui vont disparaître parce qu'ils vont être en concurrence avec une nouvelle société qui a innové d'un point de vue technologique et qui a pris la part de marché que l'autre société n'avait pas. Quelle est la performance de votre fonds cette année? Cette année, il a une performance exceptionnelle de 38% net de frais, la part classique, qui est la plus chargée en termes de frais. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui explique la surperformance, c'est pas que la technologie, entre guillemets. C'est la santé, c'est la consommation discrétionnaire, c'est les industriels même. Donc on est content parce que ça veut dire que la stratégie marche bien. Mais quand j'entends plus 38%, je me dis, j'ai raté le train, est-ce que je dois encore monter à bord? Alors c'est vrai que c'est une stratégie pour investir long terme, plutôt 5-10 ans, parce qu'on regarde pour fixer un prix cible au moins les prochains 2-3 ans. Pardon, c'est une stratégie qui fait du sens, par exemple, en la combinaison avec de la gestion plutôt passive pour diversifier. Et nous, on conseille de le faire graduellement, bien sûr, parce que court terme, c'est très compliqué de savoir, bien sûr. On parle de plus en plus dans vos métiers d'ISR, d'investissement socialement responsable. Est-ce que c'est compatible avec ces investissements technologiques? Parce que souvent, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, mais voilà, les serveurs qui font tourner Internet, envoyer un mail, ça pollue quelque part, ça émet des gaz à effet de serre. Tout à fait. Alors, nous, ce qu'on fait, en effet, on peut ajouter des critères qui ne sont pas financiers sur la partie environnementale ou sociale, et même bien sûr la gouvernance. Pour nous, notre façon d'intégrer ce type de critères, c'est pour mieux gérer le risque réputationnel, bien sûr, et pour essayer de réduire la probabilité de se tromper. Parce qu'il y a des variables qui ne sont pas financières, qui peuvent avoir un impact sur le cours direct. Des sociétés comme Apple, comme vous dites, bien sûr, il a un élément polluant dans les serveurs. Et dans l'usage d'électricité, bien sûr, si ça vient de combustibles fossiles, c'est aussi négatif, entre guillemets. Apple a été une des premières sociétés à lancer une obligation verte pour financer cette transition vers des énergies renouvelables. Donc, on peut les intégrer, ce type de critères. Nous, on pense que ça aide à mieux gérer les risques et à mieux gérer la probabilité de se tromper. Et ils vont avoir, on pense, long terme même, un impact sur le développement de la société. Et ça peut être aussi parfois des solutions grâce à la technologie pour réduire l'impact climatique, par exemple. Exactement, tout à fait. Vous avez déjà des petites pépites comme ça ou des entreprises qui aident à lutter contre le réchauffement? Alors, regardez, il a une société comme Saint-Gobain. C'est pas une petite start-up. C'est pas une petite start-up, bien sûr, mais c'est pas une société qu'on va parler de façon naturelle autour de la technologie comme dans un fonds technologique, mais par contre, ou dans un fonds peut-être qui gère les défis autour du changement climatique et cherche des opportunités. Saint-Gobain, via l'isolement,
aide à avoir beaucoup plus d'efficacité énergétique. Et c'est dans ce fonds disruptif ou pas? Non, en effet, la pépite peut-être plus claire, c'est New Relic. C'est une société de software américain qui produit un logiciel pour aider aux sociétés à mieux gérer les applications en temps réel, les vitrines des sociétés en effet. Merci Ramon pour ces Merci, explications. Hein, pour ceux que ça intéresse, hein, vous pouvez trouver plus d'informations sur le site bienprévoir.fr ou directement chez BNP aussi, qui vous fera mieux connaître ces opportunités financières. À très bientôt. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons Placement.